Bonjour, notre intervention est intitulée À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Introduction dans la recherche du temps perdu, Marcel Proust emmène le lecteur dans un voyage au travers le souvenir du narrateur. L'œuvre comprend 7 tomes qui exposaient chacun une période particulière de la vie de protagoniste. L'auteur se sert d'ailleurs de ces réminiscences pour développer ses réflexions sur la mémoire ainsi que sur le concept du temps. Du côté de chez Swann, le narrateur rappelle à lui le souvenir de la place où il a vécu toutes ces nuits, l'image de sa chambre dans la maison de sa grande tante à Cambrai s'impose évidemment à lui. Ces souvenirs semblent imprimés dans son esprit jusqu'au jour où un nouvel éclat de mémoire ne le remplace. Sa mère lui propose d'été, accompagnée de Madeleine. Le narrateur commence par refuser, cependant, il finit par céder et accepter. Du côté de chez Swann, plonge le lecteur dans le souvenir d'enfance du narrateur. Ainsi, au fil de mots, il vient à la rencontre d'un enfant heureux, aimé et choyé. Il assiste non sans émotion à l'éveil du garçon qui s'émerveille devant le paysage de Cambrai. Il découvre également la passion, le sens de l'enfant envers la lecture. Un amour de Swann. Un amour de Swann retrace les amours de Charles Swann, le voisin et ami de narrateur. En ce sens, il se distingue subtilement des autres titres de la saga. Charles Swann éprouve des sentiments forts envers Odette de Crécy. Sa passion dévorante alimente une jalousie qui s'intensifie de jour en jour. Odette de Crécy assiste habituellement aux soirées organisées par le Verdun, un couple de bourgeois. Mis par son amour, Charles s'efforce de s'intégrer à ce milieu peu familier. Néanmoins, Madame Verdun s'est désintéressée rapidement de lui. Ainsi, le jeune homme se retrouve banni du salon du couple de bourgeoisie. Charles a le cœur lourd, cependant la distance qui s'instaurait entre lui et Odette gomme petit à petit sa jalousie et sa possessivité. L'histoire de Charles Swann fait écho à la douloureuse expérience du narrateur. À l'ombre de jeunes filles en fleurs, le narrateur tombe amoureux de Gilbert Swann. Le temps passé avec la fillette emplit son cœur de joie au point que le garçon ne gire plus que par le Swann. Par ailleurs, c'est lors d'une visite chez leur voisin fétiche que le narrateur a la chance de rencontrer un de ses auteurs préférés, à savoir Bergerac. Cependant, le garçon se heurte à sa première désillusion. L'homme ne correspond en rien à l'idée qu'il s'y faisait de lui, puis sa relation avec Gilbert perd de sa magie. Le narrateur décide de prendre ses distances. De plus, il a la ferme intention de conjuguer ses sentiments envers sa voisine au passé. Cependant, il continue de maintenir ses relations avec Odette Swann. 2 ans plus tard, le narrateur voyage avec sa grand-mère à destination de la station balnéaire de Belbec. Rien que la pensée de se retrouver dans un endroit peu familier le remplit d'inquiétude. Cependant, au fur et à mesure qu'il s'habitue à son nouvel environnement, son angoisse s'abaisse et son intérêt pour les clients de l'hôtel est piqué. Le narrateur y rencontre un bon nombre de personnages. Madame
Parisis qu'il accompagne dans ses promenades en voiture. Saint-Loup, le neveu de la vieille dame avec qui il se prend d'amitié, le baron de Charlus et Albert Bloch, un ami d'enfance qui l'avait introduit à Saint-Loup, s'est distingué particulièrement. Les horizons du narrateur s'élargissaient proportionnellement à son cercle d'amis. Le tendance lunatique du baron éveillait sa curiosité. Il tisse de liens d'amitié avec le groupe d'Albertine Simonet. Il se découvre une attirance pour certains de ses amis. Enfin, il tombe amoureux d'Albertine. Le côté de Guermantes, les parents du narrateur, quittaient Combrailles pour s'installer dans une partie de l'hôtel de Guermantes. Fasciné par l'aristocratie représentée par Madame de Guermantes, le narrateur emménage quelque temps dans la demeure de Saint-Loup, située à Doncières. Retour à Paris, le narrateur se trouve nez à nez à deux types de maux. D'un côté, sa grand-mère lutte contre la maladie, d'autre côté, son ami Saint-Loup est en proie à la maladie d'amour. La maîtresse de ce dernier s'avère être une ancienne prostituée reconvertie. Le narrateur a l'occasion de fréquenter divers salons, notamment ceux de Villeparisis et de Guermantes. Il se familiarise avec le décor de Saint-Germain. Cependant, une nouvelle vient troubler sa routine. L'état de santé de sa grand-mère se détériore. Elle est victime d'une attaque. Sodome et Gomorrhe. Le narrateur prend conscience de l'existence de sexualité autour d'un hasard. Il prend connaissance de la passion qui lie Monsieur de Charlie et Jupien. Puis, convié à la soirée des princesses de Guermantes, le narrateur saisit l'opportunité d'approfondir ses connaissances sur l'aristocratie de Saint-Germain. Cette soirée attise son envie de voir Albertine. Pourtant, sa réaction face à l'attente le trouble. À certains moments, il a l'impression que ses sentiments pour les jeunes filles font partie de l'ordre de l'union. Il appelle d'ailleurs ce court épisode les intermittences de cœur. Retour à Balbec, un ascenseur émotionnel et au rendez-vous. Le souvenir de sa défunte grand-mère ressurgit ses sentiments pour Albertine vont et viennent, tantôt puissants, tantôt fébriles. Des pensées aussi paradoxales que contradictoires l'assillaient bientôt. D'un côté, il désire rompre avec Albertine. D'un autre côté, afin de sauver la jeune fille de ses potentiels penchants, le narrateur décide de procéder au mariage. Les prisonnières, le narrateur entame sa vie maritale avec Albertine. Le couple réside dans la maison de ses parents en compagnie de Françoise, une domestique. Cependant, les jeunes époux vivaient une union malheureuse. Albertine est sujette à la jalousie maldive de son époux. Le narrateur, victime de paranoïa, met sa femme sous surveillance. Ainsi, lassée de cette situation, Albertine se volatilise un jour. Albertine disparaît. Le narrateur n'a qu'une idée en tête, retrouver Albertine. Malheureusement, sa quête se révèle vaine. Son épouse décède d'une chute de cheval avant qu'il ait eu le temps de la revoir. Le temps s'écoule indifférent, tant à son chagrin qu'à la perplexité qui congendrait ces absences momentanées de sentiments envers sa défunte femme.
Ainsi, il se lance dans une nouvelle quête, comprendre Albertine. André lui apprend que cette dernière était belle et bien désirante. Le chemin du narrateur croise à nouveau celui de Gilbert. Toutefois, son amour d'enfance ne porte désormais plus le patronyme de Sohan. Sa mère, Odette, reprend le nom de son second époux, Monsieur de Forcheville. Ce n'est alors qu'à la mort de M. Sohan que ses aspirations d'aristocratie qui, pour sa famille, se réalisaient finalement. Une nouvelle accueille le narrateur à son retour d'un voyage mère-fils à Venise. Gilbert et Saint-Loup décident de s'unir pour le lien sacré de mariage. Le couple le convie à séjourner dans leur demeure de Tassonville. Gilbert se confie ses inquiétudes au narrateur. Elle craint que Saint-Loup s'entretienne une relation extra-conjugale. En effet, Gilbert ne se doute en rien de la passion de son époux. Le temps retrouvé. La Première Guerre mondiale éclate, Saint-Loup tombe au combat, puis, au lendemain de la guerre, le narrateur se surprend à retourner au salon de la princesse de Germante. Les petites scènes du quotidien qui se déroulaient déclenchaient une série de souvenirs jusqu'à là oubliés. Les éclats de son passé lui délivraient une révélation sur l'art. Ils sont qu'une œuvre littéraire qui n'attend que d'être écrite de sa main grandie en lui. L'analyse de l'œuvre, ou bien de l'œuvre. Marcel Proust adopte une démarche paradoxale. Il parle d'une vérité particulière, c'est-à-dire son expérience personnelle, son histoire, ses pensées et sentiments, le contexte de la haute bourgeoisie française du XXe siècle, pour atteindre un plan universel, à savoir le concept de temps. À la recherche de temps perdu, Proust rejoint la conception de temps de Bergson. Le temps ne se limite pas à une dimension physique, mesurable en durée, minutes, secondes. Il s'agit d'une conception subjective, intime, dont l'interprétation ne dépend que de soi, de l'état d'esprit, du contexte. La réalité du temps n'est donc pas mesurable de manière scientifique. Le roman se distingue par la longueur de ses phrases, style d'écriture propre à l'auteur. À la recherche de temps perdu, on voit à la volonté de l'auteur de saisir non une réalité, mais la réalité à travers de différentes facettes. Proust, au travers de sa plume, convoit que la réalité s'est liée à travers des visions subjectives. C'est là la perception du sujet qui aide à en construire le sens. D'ailleurs, le narrateur livre une double perception du temps, celui qu'il a vécu dans le passé et celui qu'il vit au présent alors qu'il se remémore le passé. Néanmoins, la richesse de l'œuvre repose dans le fait qu'il dépasse largement le domaine de l'introspection. Il livre un portrait réaliste de la société de son époque. Il analyse la bourgeoisie, l'aristocratie et le milieu prolétaire au travers des personnages de Germante, de Verdun et Françoise. En bref, les titres à la recherche du sens perdu témoignent de la volonté de l'auteur à fournir une réflexion sur le concept de temps, sur la réalité de temps. Un récit à la première personne invite le lecteur à se perdre dans la perception que le narrateur a de temps, celui du passé avec ses proches. Le cycle se renferme sur le temps retrouvé qui se solde par sa vocation enfin révélée, celle de l'écriture. Conclusion, récapituler la philosophie de Proust est un défi
Tant vastes sont ses références complexes, sa pensée est subtile, son expérience. L'ensemble de la recherche de temps est une source de commentaires philosophiques, mais Albertine disparait. Le sixième tome de la recherche nous apparaît comme le plus riche de ce point de vue. Albertine disparait. La fugitive raconte une souffrance amoureuse. Albertine, qui vivait en concubinage avec le narrateur, le quitte et fuit son domicile. Le narrateur tente tout pour qu'elle revienne. En vain, ce non-retour devient alors l'occasion pour Proust de décrire le ressort du jeux amoureux, indifférence, chantage, comédie de la rupture. Plus tard, le narrateur apprend la mort accidentelle d'Albertine, mais en même temps qu'elle l'aimait toujours et souhaitait revenir. La seconde phase de la souffrance amoureuse vient alors, après la douleur immédiate, vient le travail de l'oubli et du deuil. Ainsi, paradoxalement, Albertine disparaît, qui semble relater une fuite, et l'histoire d'une captivité, celle du narrateur, accroche à ses souvenirs et téméraire dans sa mémoire amoureuse. Maintenant, la subjectivité chez Marcel Proust. Ainsi que j'avais, je cite Marcel Proust, ainsi que j'avais cru n'être rien pour moi, c'était tout simplement toute ma vie comme on s'ignore. Cet insipide Albertine disparaît apparaît comme un défi. Connais-toi toi-même de Socrate, qui invitait les hommes à vivre en homme, autrement dit à se connaître en tant que sujet et à découvrir la vérité sur eux-mêmes. Chez Proust, bien qu'il soit considéré comme l'écrivain de l'introspection, au contraire, la subjectivité est opaque à elle-même, aveugle à soi-même et aux autres. La conscience avance dans l'inconnu. Par touches successives, l'ego cogito n'est qu'une fiction inventée par les rationalistes pour se donner de la contenance. Le narrateur pensait ne plus être amoureux d'Albertine. Ce n'est que par son départ qu'il apprend son attachement. Le sujet s'ignore. La femme chez Proust. Qu'est-ce qu'une femme pour le narrateur quand cette femme est Albertine, l'objet de son désir? Chez Proust, c'est le désir qui crée l'existence. Albertine n'existe que parce qu'il la désire. Son désir mort pour elle. Albertine cessera d'exister. Le narrateur pourra entreprendre de reprendre sa vie en main. Est-ce ne pas seulement celle qui était devenue un être d'imagination, c'est-à-dire désirable, mais la vie avec elle qui était devenue une vie imaginaire, c'est-à-dire affranchie de toute difficulté, de sorte que je me dis, comme nous allons être heureux. Citation de Proust. Chez Proust, la femme est également le mystérieux, le fugace, l'insaisissable. L'identité d'Albertine est en effet précaire, polymorphe aux yeux du narrateur. Derrière ceci, on peut y voir l'affirmation de l'impossibilité de la connaissance intersubjective. Connaître autrui, le saisir dans sa particularité est impossible. Et encore, paradoxalement, les efforts du narrateur pour posséder ce qu'il ne comprend pas sont aussi forts que désespérés. La jalousie chez Proust. Proust est sans doute le plus grand penseur de la jalousie. La jalousie proustienne est pathologique et se manifeste comme une phobie de l'abandon. L'apport de Proust réside dans le fait que la jalousie n'est pas liée à l'être aimé, elle est un produit de l'imagination. Mais, je cite Proust, ma jalousie naissait par des images pour une souffrance, non d'après une probabilité. On a beau vivre sous l'équivalent d'une cloche pneumatique, les associations des idées, le souvenir continuaient à jouer. C'est l'inconnu des pensées de l'autre, son insaisissabilité qui nourrit l'imagination et ce mal qui est la jalousie. Je cite Proust, ce n'est que de plaisir ressenti par soi-même qu'on peut tirer savoir et douleur. Barthes résumait comme ceci la conception de jalousie chez Proust.
Comme jalousie, comme jaloux, je souffre 4 fois parce que je suis jaloux, parce que je ne me rapproche de l'être, parce que je crains que ma jalousie ne blesse l'autre, parce que je me laisse assujettir à une banalité. Je souffre d'être exclu, d'être agressif, d'être fou et d'être commun. Maintenant, le plus important, le concept de temps chez Proust. Chez Proust, le temps est hautement subjectif et fait écho à la conception de temps chez Bergson. Temps vécu contre temps objectif. Le temps de la conscience est en réalité extratemporel. Je cite Proust, une heure n'est pas une heure, est un vase rempli de parfums, de projets, de climat. À propos du sommeil, Proust dit ton corps, l'autre vie, c'est celle où on dort, n'est pas soumise à la catégorie de temps. Le rapport passé-présent chez Proust est également connu. La célèbre Madeleine, révélateur de la conscience effective, fait exister la coprésence du passé et du présent, du souvenir et de la perception. Cette Madeleine révèle aussi une conception passive de la subjectivité qui est affectée par le temps via cette mémoire involontaire, albertine vivante, mais partie. Elle est une absence-présence. Ce n'est qu'une fois Albertine morte que le narrateur peut s'en libérer devant ainsi une absence pleine. Le temps est avec lui, même s'il a encore le rôle de temps est double, adjuvant et opposant. C'est le malheur des êtres de n'être pour nous que des planches de collection fort usable dans notre pensée. Une fois à Venise, Albertine surgit et disparaît à la fois. Le narrateur revit Albertine, mais sous une forme différente, comme une partie de lui-même. Son souvenir faisait désormais partie de son identité. Il la porte en lui, comme il porte en lui le souvenir de la Madeleine. Je sentis que Albertine, d'autrefois invisible à moi-même, était pourtant enfermée au fond de moi, comme au plan d'une Venise intérieure dont parfois un incident faisait glisser le clé dessus jusqu'à me donner une ouverture sur ce passé. Maintenant, les citations concernant la philosophie de Marcel Proust. Ne pas citer Proust en philosophie est une erreur. Et c'est assez peu connu, mais la recherche du temps perdu. Et au centre de la philosophie moderne, penseur de la subjectivité et de l'amour et de la jalousie en particulier, Proust nous fait comprendre le ressort du cœur, les affres de l'amour et la tribulation de moi. Penseur de la mémoire également, célèbre théorie de la conscience affective, matérialisée grâce à la Madeleine. Proust décrit une subjectivité marquée par la confusion et le chaos internes, irrémédiablement seul face à ses angoisses, définitivement condamnées au malheur. Voici quelques citations de Proust pour convaincre l'importance de cet auteur en philosophie. Proust est la subjectivité autrui. Le lien entre être et nous n'existait que dans notre pensée. La mémoire, en s'affaiblissant, le relâche. Et malgré l'illusion dont nous voudrons être depuis, et dont, par amour, par amitié, par politesse, par respect humain, par devoir, nous dépend les autres, nous existons seuls. L'homme est l'être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu'en soi, et en disant le contrairement. Proust et l'amour. Sans doute, peu de personnes comprenaient le caractère purement subjectif du phénomène qu'est l'amour et la sorte de création que c'est d'une personne supplémentaire distincte de celle qui porte le même nom dans le monde et dont la plupart des éléments sont tirés de nous-mêmes. Chaque être est détruit quand nous cessons de le voir, puis son
l'apparition suivante est une création nouvelle, différente de celle qui a immédiatement précédé, sinon de toutes. L'amour devient immense. Nous ne songeons pas combien les femmes réelles y tiennent peu de place. Se comprend en présence de l'être aimé n'est qu'un cliché négatif. On le développe plus tard une fois chez soi. Quand on a retrouvé à sa disposition cette chambre noire intérieure dont l'entrée est condamnée tant qu'on voit du monde, l'expérience aurait dû m'apprendre, si elle apprenait jamais rien, que aimer est un mauvais sort comme ce qu'il y a dans le conte, contre quoi on ne peut rien jusqu'à l'enchaînement TCC. Situation de Proust, c'est la jalousie. Cette angoisse qu'il y a à sentir l'être qu'on aime dans un lieu de plaisir où l'on n'est pas, où l'on ne peut pas le rejoindre. C'est l'amour qui, là, lui, a fait connaître l'amour auquel elle est en quelque sorte prédestinée, par lequel elle sera accaparée, spécialisée. Mais pour moi, elle est entrée en nous avant qu'elle ait encore fait son apparition dans notre vie. Elle flotte en latent, vague et libre, sans affection, déterminée au service un jour d'un sentiment, le lendemain d'un autre, tantôt de la tendresse filiale et de l'amitié pour un camarade. Autrefois, on rêvait de posséder le cœur de la femme dont on était amoureux. Plus tard, sentir qu'on possède le cœur d'une femme qui peut suffire à vous en rendre amoureux. Avec l'amour avait disparu le désir de montrer qu'il n'avait plus d'amour. Le bonheur ne peut jamais avoir lieu. Si les circonstances arrivaient à être surmontées, la nature transporte la lutte de dehors et de dedans et fait peu à peu changer assez notre cœur pour qu'il désire autre chose que ce qu'il va posséder. Et si le péripétie a été si rapide que notre cœur n'a pas eu le temps de changer, la nature ne désespère pas pour cela de nous vaincre d'une manière plus tardive. Il est vrai, plus subtile, mais aussi efficace. C'est alors, à la dernière seconde, que la possession du bonheur nous est enlevée, ou plutôt c'est cette possession même que par ruse diabolique, la nature charge de détruire le bonheur. Ayant échoué dans tout ce qui était du domaine des faits et de la vie, c'est une impossibilité derrière l'impossibilité psychologique du bonheur que la nature crée. Le phénomène de bonheur ne se produit pas ou donne lieu aux réactions les plus amères. Albertine était comme une pierre autour de laquelle il a neigé que le centre générateur d'une immense construction qui est pesée par le plan de mon cœur. Il vaut mieux ne pas savoir, penser le moins possible, ne pas fournir à la jalousie le moindre détail concret. Maintenant, Proust et l'habitude, l'influence anesthétique de l'habitude ayant cessé de me mettre à penser, à sentir choses si tristes. Proust, la maladie et le mémoire. Quand d'un passé ancien, rien ne subsiste après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul plus frêle, mais plus vivace, plus matérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restaient encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à atteindre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à apporter sans fléchir sur la gouttelette presque implacable l'édifice immense du souvenir. Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant. Proust et le bonheur maintenant. On ne connaît pas son bonheur. On n'est jamais aussi malheureux qu'on croit. Car le bonheur seul est salutaire pour le corps, mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit. Quant au bonheur, il n'a presque qu'une seule utilité, rendre le malheur possible. Proust entre la douleur et la souffrance. La douleur est aussi puissant modificateur de la réalité qu'il l'ivresse. La force qui fait le plus fois le tour de la Terre en une seconde n'est pas l'électricité, c'est la douleur.
Voilà, notre intervention est terminée autour de la recherche du temps perdu de Marcel Proust, entre concept du temps, la mémoire, le bonheur, la douleur, euh, l'amour, bien sûr. Euh, Merci bien de votre attention. Au revoir.